Le sujet à évoquer pendant nos débats ce matin et sur ce plateau en revenant, dois-je le dire comme ça. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Il y a longtemps vous avez Paris ici. Eh bien oui, Bonne chaque fois arrivée. que vous aurez besoin de moi, je serai toujours là. D'accord, merci beaucoup. Allez, William, bonjour à nouveau. Et puis Bonjour, Eric, bonjour. Degueno, bonjour. En attendant peut-être que Franck Arnaud nous rejoigne. Deux sujets, disais-je donc, pour ce plateau de débat ce matin. On va parler de la fête de l'indépendance hier. Et puis on va évoquer aussi ce qui se passe au Niger. Ce sera en très bref, en tout cas, et en sujet 2. Allez, hier c'était le 63e anniversaire du Bénin, indépendant. Et on a constaté qu'on était vraiment indépendant, Eric. On a beaucoup de militaires qui ont défilé, paradé hier. On était très contents aussi. On s'est serré beaucoup les mains. Et on a dansé aussi. Absolument. Nous avons assisté à un très bon défilé militaire avec ce qu'on peut dire comme grosse innovation, qui est donc le défilé aérien avec nos hélicoptères. C'était absolument magnifique de voir dans le ciel cotonois ces engins véritablement voler. Je pense que une fois encore, nous avons apporté la preuve de ce qu'à l'occasion de ces genres d'événements, nous pouvons bien entendu assurer véritablement. Et puis, pour chapeauter tout ça, l'invité spécial qui est donc le président du Nigeria. Il y a quand même un bon moment où, à l'occasion du défilé militaire, nous avons reçu un invité de l'extérieur. Donc je pense que dans l'ensemble, il faut apprécier ce qui a été fait. Et puis, vous avez vu dans les éléments que nous avons réalisés, la population a répondu présente malgré les problèmes de difficulté d'accès aussi. On va parler un peu des ratés tout à l'heure. William, qu'est-ce qui vous aura impressionné à part les packs militaires et les poignées de main chaudes, amicales? Je crois que les impressions tournent autour de ça également. Deux premières selon moi. Celle d'une invitation en visite officielle ou en participation officielle. Je ne connais pas le vocable diplomatique approprié, mais quand même, le fait qu'un chef d'État participe pour une première fois depuis que Patrice Talon est là à un défilé militaire du 1er août à la commémoration de notre fête nationale. Et c'était en grande pompe, c'était selon moi de la meilleure des manières. C'était-il important d'inviter un président comme cela? On s'était habitué à faire les choses entre nous, non, depuis 2016? Bien sûr, ce n'est pas une obligation et aucun État n'est contraint de le faire. Mais par exemple, cette année, on a vu le Premier ministre indien Narendra Modi aux côtés d'Emmanuel Macron le 14 juillet. Donc, c'est une courtoisie. Et quand vous voyez Bola Tinubu et Patrice Talon dans le bain de foule, avec le jour de la fête nationale du Bénin, des drapeaux nigérians, et béninois aussi en train d'être agité par un public béninois, c'est une grosse amitié, c'est une grosse fraternité. Et pour ces deux peuples, vous avez vu au niveau des prestations culturelles hier, la toute première, c'était une prestation en langue Yoruba. Une langue que partagent je ne sais combien de milliers de Béninois et je ne sais combien de millions de Nigériens. Pour dire que ça, c'est une très bonne fraternité. L'autre première, selon moi, c'est ce défilé aérien, Puma et Écureuil en l'air. On aurait peut-être voulu des chasseurs à une heure où nous sommes si éprouvés par le terrorisme, mais déjà c'est une première que de monter des aéronefs dans le ciel béninois. Bon, quelque part, on se croirait un 14 juillet, mais attention, on est un 1er août, on est bien au Bénin. Je crois que, qu'on le veuille ou non, béninois qu'on est, on est bien fiers de ça. Mais j'ai raté. On verra bien tout ça. J'ai également des reproches. Eh bien, moi, j'ai retenu 4 points essentiels. Les deux premiers ont été déjà abordés, c'est-à-dire d'abord cette relation, cette chaleur dans les relations entre le Bénin et le Nigeria, c'est un aspect déjà abordé par mes collègues. Il y a également l'équipement. Le Bénin a montré que de plus en plus les forces de défense et de sécurité sont mieux équipées. C'est vrai que ce n'est pas encore ce qu'il singularité, ça va pas peut-être. Non, mais c'est une habitude. Non, ce n'est pas une habitude, bien au contraire. On voyait des hélicoptères, mais parfois on se disait, ce sont des hélicoptères empruntés, peut-être dans la sous-région et autres, mais ici maintenant, ce sont des aéronefs acquis pour les forces de défense et de sécurité, pour pouvoir assurer la sécurité des populations. Donc je pense que c'est déjà un atout, et ça montre un peu que notre armée s'équipe et puis se donne beaucoup plus les moyens pour défendre l'intégrité du territoire national. Les deux autres aspects qui m'intéressent beaucoup plus,
Le premier d'abord, c'est la valorisation de la femme. C'est vrai que le défilé s'est déroulé sur le boulevard de la Marina, au niveau de la place de l'Amazone, mais observez bien le démarrage du défilé, ça a commencé avec 4 femmes. 4 femmes de la fanfare de la police républicaine. Et quand bien vous observez encore le défilé, chaque fois, il y a un détachement exclusivement féminin. C'est-à-dire, on a donné une certaine femme à la femme. Donc, vous voyez, c'est que c'est assez intéressant. On voit, on se dit, voilà, la femme à sa place. Et ça, c'est la valorisation des Amazones des temps modernes. Et puis, le 4e point que j'aimerais bien aborder, c'est la ponctualité. Observez bien, déjà, le dépôt de diable devrait se faire à 10h40. À 10h40, le président était déjà sur pied et était déjà prêt pour déposer. À 11h, le défilé devrait démarrer. À 11h moins 2, le président était déjà sur le boulevard de la Marina. C'est pour vous faire comprendre que il suivait tout. Une innovation. Non, ce n'est pas une innovation, mais c'est un message. Mais c'est un message que le président de la République nous donne. Non, c'est un message que le président de la République nous donne. C'est-à-dire, il est en train d'exhorter le peuple béninois au respect de la ponctualité. Vous n'êtes pas sans savoir que très souvent, nous sommes en retard au Bénin et nous nous disons, oui, certains nous disent que l'heure béninoise est très élastique. Aujourd'hui, je pense que c'est un message que le président nous donne et chacun de nous doit commencer par réfléchir à faire l'effort d'être beaucoup plus ponctuel dans ses tâches. On a vu beaucoup de chaleur, sinon même beaucoup de... Comment est-ce qu'on dit enfin, beaucoup de chaleur. C'est toujours la chaleur. Oui, j'ai observé de près l'attitude des deux dirigeants pendant toute la cérémonie. J'ai vu beaucoup de proximité et je me suis demandé est-ce qu'il n'y a pas une certaine intelligence entre les deux hommes bien avant même le pouvoir, William. Est-ce que c'est avant le pouvoir ou est-ce que c'est pendant le pouvoir? Je n'en ai pas confidence, mais dans l'exercice du pouvoir, il y a cette proximité légendaire, des souris arrachées. Ils sont descendus les marches de la tribune officielle, par exemple, main dans la main, les deux chefs d'État. Le Ben Foul, par endroit, ils se tenaient par la main, souris large. Je me demandais parfois dans quelle langue le président Patrice Talon parlait au président Tinubu. Peut-être en anglais ou c'est Tinubu qui comprend le français, français ou en Yoruba peut-être. C'est un habitué de Cotonou. Pour dire que, justement, on a senti une très grande chaleur. Et quand vous voyez même la composition de la délégation, non seulement l'homme d'affaires Aliko Dangote, mais également 5 chefs d'État et 5 gouverneurs. Et on vous dira que ce sont des gouverneurs dont les États font les frontières avec l'État du Bénin. Je pense que c'était une très belle façon de fêter ce 1er août en amitié, en convivialité avec le Nigeria et dans le contexte qui est le nôtre actuellement, celui du réchauffement des relations avec le Nigeria, celui dans lequel le vice-patron de la diplomatie dit qu'il est d'une manière ou d'une autre l'ambassadeur du Bénin près du Nigeria. Je pense que c'est un de très bons thèmes, c'est des relations au beau fixe actuellement. On est sur deux plateaux complètement différents, sinon contrastés là, Eric. Il y a peut-être 2 ans, sinon même 1 an, on n'a pas vu ces images. D'un an aujourd'hui, cette proximité, j'ai constaté que pour toute la cérémonie, à peu près une 20aine de fois, les deux chefs d'État se sont touchés. Absolument. Et vous savez que quand ce rapprochement a commencé entre le Bénin et le Nigeria, on ne pouvait pas s'imaginer qu'il y aurait autant d'épisodes. Patrice Talon a assisté à l'investiture de Tinubu et cela pouvait s'arrêter là, comme tous les autres chefs d'État de la sous-région. Il y a eu d'autres rencontres et puis les affaires de la CEDEAO sont rentrées dedans. Et puis après, la proximité que nous avons vue hier, main dans la main, je pense qu'ils ont quitté le boulevard dans la même voiture. Ils auront encore l'occasion d'échanger, de parler certainement après un déjeuner. Donc je pense qu'on en avait besoin parce qu'on s'est toujours interrogé, mais comment on peut avoir un grand voisin si riche à côté de nous et ne pas profiter au plan économique, au plan culturel et tous les autres plans justement de cette proximité-là. Je pense que les deux leaders ont donné le signal et je pense qu'il y aura une déclinaison. Nous avons vu également, il y a une semaine passée, l'équivalence du directeur général des douanes qui est en visite à Cotonou et qui a échangé avec le directeur général de la douane d'ici. Ils ont parlé certainement de comment est-ce qu'il faut davantage renforcer la coopération. Donc il y aura une déclinaison de ce que les deux leaders ont donné comme signal. Aujourd'hui, hier, nous l'avons vu avec la délégation qui est venue également du Nigeria. Nous savons qu'ici à Cotonou, nous avons encore une forte communauté du Nigeria, de citoyens du Nigeria qui sont au Bénin, qui ont participé au défilé. Et donc, certainement, on en avait besoin
et espérons que ces partis pour véritablement longtemps. Oui, espérons. Autant de fusions et de sentiments, de propos, de déclarations d'amour. Quand c'est subite, il paraît que le coup de foudre, ça ne dure pas, non, Loïc Espérons que ce coup de foudre dure. Il faut préciser que ce n'est réellement pas un coup de foudre parce que il faut d'abord observer le profil des deux personnes, des deux personnalités dont nous parlons. Patrice Talon d'un côté, Ahmed Bola Tinubu de l'autre. Les deux ont eu pratiquement le même parcours. D'abord, faiseurs de roi, respectivement dans leur pays. Après, chefs d'État, respectivement dans leur pays. C'est comme si il y a eu déjà on sent une sorte de lien entre les deux. Et l'autre aspect, c'est que ils se sont vus plusieurs fois, et vous avez vu à la dernière minute les différentes rencontres. Le président de la République, Patrice Talon, allait pratiquement presque toutes les 2 semaines au Nigeria, tout simplement parce que c'était pour renforcer les relations. Et comme l'a dit Eric, on a vu également le directeur de la douane nigériane qui est venu au Bénin rencontrer son homologue du Bénin et ils ont échangé. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Donc c'est pour vous faire comprendre que ce n'est pas une relation qui est née du jour au lendemain. Et c'est à l'actif du Bénin parce que j'ai toujours demandé cette offensive diplomatique parce que ça ne servait à rien d'être à côté du géant de l'Est et de ne pas profiter de ses atouts. De sa vastitude. Pas seulement de cette vastitude, mais aussi de sa richesse, de sa culture. Parce que ce que nous échangeons avec le Nigeria, ce n'est pas que le commerce. Nous avons également beaucoup d'autres choses. Il y a la culture, il y a l'agriculture, il y a beaucoup d'aspects. Même l'échange technologique. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest fait face au terrorisme. Le Nigeria a plus d'expérience que nous, surtout avec Boko Haram. Le Nigeria peut apprendre, l'armée nigériane peut apprendre beaucoup de stratégies militaires au Bénin. Donc je pense que nous avons beaucoup à gagner en collaborant, mais une saine collaboration parce que vous savez, quand Bola Tinubu a pris le pouvoir, il a dit qu'il ne passera pas son temps à nourrir de façon en fait pas contrebande le Bénin, le Burkina Faso et autres choses. Mais aujourd'hui vous voyez, quand vous allez vers l'autre État en montrant que vous êtes assez responsable, je pense que on va vous traiter comme tel. Mais quand vous y allez en tant que contrebandier, ça ne passera pas. Avant de finir sur cet axe de discussion, moi j'aimerais que les retombées s'en suivent. Vous savez, jusque-là, l'effectivité de la réouverture de la frontière de Sémékraké, pour moi, n'est pas encore chose réelle. Ce n'est pas, on ne peut pas toucher cela du doigt encore. Que cette amitié politique dans les faits économiques, dans les faits diplomatiques, soit également une réalité pour que, et je crois que c'est par là que ça doit commencer, on est en bonne route, que la voie soit empruntée jusqu'au bout, justement. Allez, vous ratez ce que vous aviez noté. Eric, vous aviez commencé à évoquer, qui vous a pas tellement plu. Oui, justement. C'était pas une belle réussite. Oui, et cela revient un peu chaque année. D'abord, vous savez, quand on a traversé la période de Covid, l'événement s'organisait au niveau du palais. Et donc, les citoyens comme vous et moi, on prenait peut-être du plaisir à suivre ça à la télé. Après, quand on a commencé par faire le défilé au niveau de la place de la Marina, le dispositif de sécurité est tellement lourd pour permettre vraiment à des concitoyens de pouvoir jouir de ce moment. On parle d'une fête nationale, donc une fête populaire. Oui, mais j'ai vu hier nos équipes ont pu ramener des images. Oui, mais il faut, je pense qu'il faut encore trouver la formule. 6 ministres, c'est ça, non? 5 gouverneurs. Il faut encore trouver la formule. La plus grosse fortune. Je pense qu'il nous faut encore trouver. Non, même l'année passée où on n'avait pas un invité spécial, c'était pareil. Je pense qu'il faut encore trouver la formule entre le défilé et puis la population. Nous avons pu rapporter des images, nous avons vu de jeunes garçons qui traînaient dans les branches. Franchement, ce n'étaient pas des positions où ils pouvaient vraiment voir les militaires défiler et véritablement apprécier ce qui se passait. Bon, après, on peut comprendre qu'à ces occasions, c'est vrai, il faut de la sécurité, on est vraiment d'accord. Oui. Mais je pense qu'il faut créer vraiment aussi un espace pour permettre vraiment à des citoyens de pouvoir vivre ce moment.
Bon, regret, pas trop, mais je pense plutôt que les mairies devraient beaucoup plus accompagner le défilé. Pourquoi je le dis? C'est vrai que le défilé est retransmis en direct sur la chaîne nationale et tout le monde peut suivre ce défilé depuis sa maison. Mais vous savez, ce genre de choses, le défilé, c'est un peu comme un match de football. C'est-à-dire, c'est dans la masse qu'on vit beaucoup plus l'effervescence de l'événement. Et certains se disent même, je veux voir moi-même ces militaires défiler. C'est-à-dire, ce n'est pas à l'écran. Je veux voir le président de la République. Je veux voir le président nigérien. En fait, on veut coûte que coûte être là, témoin actif, témoin visuel. Mais l'autre chose, c'est que on ne peut pas permettre à tout le monde de le faire parce que c'est une question de sécurité. Mais les mairies, les municipalités pouvaient mettre à côté. On a vu un peu ce qui a été fait au niveau de la place de l'Étoile Rouge. Un grand écran a été mis en place pour permettre aux populations. Je pense que c'est des choses comme ça qu'il faut. Il y a eu un écran qui a été posté au niveau du stade de l'Amitié. Voilà. Je pense qu'il faut décupler ce genre d'action. Par exemple, il y a beaucoup de maisons, de maisons des jeunes. Donc, je pense que les mairies peuvent mettre ces centres-là à contribution pour faciliter. Parce qu'ensemble, quand on suit les défilés, il y a des commentaires, on s'amuse, on se taquine mutuellement. Et ça donne beaucoup plus la chaleur plutôt que de rester seul chez soi pour regarder le défilé. Il y a des commentaires qui permettent quand même d'amuser la galerie et qui permettent de vivre vraiment. Tanguy raté politique. Il y avait une énorme chaleur, mais une bouffée de chaleur a manqué par endroits. Ouais. Le chef de file de l'opposition, les anciens présidents de la République que nous avons la grâce d'avoir encore en vie. Nous connaissons leur position à propos. La veille déjà pour des raisons politiques, notamment la décrispation de l'atmosphère politique qui ne serait pas totalement effective selon eux. Parce que ne l'oubliez pas, l'an dernier, tous les Béninois ont applaudi en standing ovation le fait qu'il y avait le parti le plus dissident de tous, aux côtés du président Patrice Talon. On se souvient de cette poignée de main entre Éric Rondeté et Patrice Talon, et surtout que Nicéphore Soglo, Boni Ndiaye, ait participé au 1er août. Cette année, il n'était pas de ce côté. Si on choisit de ne pas venir, on ne va pas aller on ne peut pas les forcer, on ne peut pas les forcer à venir s'ils refusent, mais n'oubliez pas que c'était une main tendue que de venir l'année dernière. Donc si ce sur quoi on s'est entendu pour qu'ils viennent, un an après, ils font le bilan, ils se disent, bon, nous avons essayé de faire notre part, le pouvoir a fait sa part en laissant, en décrispant l'atmosphère politique d'une certaine manière. Aujourd'hui, nous sommes au Parlement, nous avons 28 députés, mais que les autres revendications qu'ils ont, notamment, nous les connaissons, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, c'est la libération de ceux qu'ils appellent détenus politiques et de ceux qu'ils appellent exilés politiques. Si sur ces revendications, quelques Béninois, du moins, de ce rang-là, sont un peu fâchés, c'est que la fête est belle, mais il manquait un petit grain de sel quelque part. Et si nous avons, tant que nous sommes un État, la possibilité de rassembler tous les fils d'une manière ou d'une autre, faisons-le dans les règles de l'art, dans les moyens que nous donne la loi et les règles qui régissent notre État. Eric? Donc, je pense que l'absence des uns et des autres, on ne va pas mettre ça sur la liste des ratés. Vous savez, c'est un événement, monsieur Tanguy. Si je vous invite, vous avez deux choix. Soit vous venez, soit vous ne venez pas. Cela n'engage que vous. Je ne vois pas ça comme on dit, une insuffisance à l'événement d'hier. Bon, certainement que pour ce qui est de l'ancien président, Boni Ndiaye, à la veille, il avait déjà fait savoir qu'il ne serait pas présent du côté du défilé militaire. Mais c'est lui qui justifie son absence ou sa présence. C'est bien d'autres personnes. On n'a pas vu non plus. Tous les Béninois n'étaient pas au défilé militaire hier. Et donc, on ne va pas se plaindre de ce que des députés ou peut-être de l'opposition ou le chef de l'État ait pu manquer à ce défilé. Mais c'était moi qui l'ai regardé à la télé. Allez, on va changer de sujet. On va passer à l'actualité au Niger. Le coup de force qui semble se préparer progressivement pour répondre à ce que les militaires nigériens ont fait. La CEDEAO qui gronde, la France qui évite de parler de ce qu'elle veut faire, en tout cas. Et puis nous avons été rejoints par Franck Aounou entre-temps. C'est comme s'il s'était entendu pendant ce temps que William s'est retiré. Franck, bonne arrivée, bonjour. Bonjour Tanguy. Alors la CEDEAO qui compte envoyer une force là-bas. D'abord, première question, première curiosité, en a-t-elle vraiment les moyens? Je ne crois pas, parce que la CEDEAO, c'est d'abord les pays qui constituent l'institution et les forces qui seront déployées si
on s'accordait au Niger, ce sont les forces que vont mettre à disposition ces pays qui constituent la CEDEAO. Donc les moyens dépendent d'abord de la volonté de ces États, et quelques États déjà sont en train de se départir pour dire que non, nous ne sommes pas preneurs, nous ne sommes pas partants, nous n'allons pas mettre des troupes à disposition, nous avons des craintes. Je sais que le Guinéen l'a fait savoir par sa porte-parole. J'ai écouté encore hier, je crois, le Burkina Faso, ainsi de suite. Et donc, la CEDEAO, à mon avis, n'a pas les moyens à moins qu'on fasse appel à des troupes extérieures. Et ça va être une grave erreur. Moi, je trouve en cette décision une décision hâtive qui n'a pas été bien mûrie avant d'être prise. Si c'est des troupes étrangères, cela n'aura pas été une première. Abidjan a été envahi par les troupes françaises. On s'en est juste offusqué, je dois dire, sur les réseaux sociaux. Ça s'est arrêté là. Les troupes de l'OTAN en griffe, avec, je dois dire, la France en tête, a envahi la Libye. On s'en est juste plein sur les réseaux sociaux et ça s'est arrêté là, Eric, donc ça ne va pas être une première. Ça ne va pas être une première, mais ce qui se présente actuellement comme tableau est différent de ce que nous avons vu, par exemple, avec la Côte d'Ivoire d'antan, la Libye d'antan dont vous parliez. En fait, autrefois, on assistait de façon passive à ces invasions-là. Mais aujourd'hui, vous sentez qu'il y a des voix qui s'élèvent. Déjà, il faut faire attention à ces petits aspects-là. Il y a le Mali et le Burkina qui ont fait un communiqué conjoint, en précisant clairement que toute tentative d'attaque au Niger serait considérée comme une déclaration de guerre contre ces deux pays. Donc déjà, il faut déjà considérer que celui qui attaque le Niger attaque le Mali, attaque le Burkina Faso. Est-ce que c'est pas une façon d'intimider les gens alors même qu'eux-mêmes ils ont des soucis? La CEDEAO aussi a intimidé. Et ce n'est qu'une réponse à l'intimidation, ce qui veut dire que là déjà il y a une agression verbale. Cette agression verbale peut passer à l'acte. Et l'acte sera réciproque. Donc on aura une réciprocité dans la réponse. L'autre aspect... l'autre chose. Il y a d'autres pays qui ne sont pas de la CEDEAO, mais qui sont aussi en train de réfuter cette thèse. C'est-à-dire la thèse de l'attaque. De l'intervention militaire. De l'intervention militaire. Donc ça pose encore un problème. Il y a l'Algérie qui s'est prononcée, il y a la Mauritanie qui s'est prononcée. Oui, c'est une position... On sent déjà que là maintenant, la CEDEAO a le dos au mur. Il faut qu'on soit clair. La meilleure option aujourd'hui serait d'échanger avec la junte militaire au pouvoir au Niger. Parce que parler d'une intervention militaire tout de suite, est-ce que la CEDEAO dispose des moyens qu'il faut pour pouvoir intervenir? Est-ce qu'elle dispose, quand je parle de moyens, je parle de moyens financiers d'abord, est-ce qu'elle dispose des moyens humains pour le faire, des moyens militaires pour le faire? Est-ce qu'elle dispose de l'équipement adéquat pour le faire? Donc il y a beaucoup d'aspects. Et pendant tout ce temps, nous avons encore un autre ennemi commun qui s'appelle le terrorisme et qui en réalité devrait nous intéresser. Permettez-moi de relancer la discussion. Est-ce que ce n'est pas très naïf, Eric, de croire que la CEDEAO ne va pas aller jusqu'au bout? Et surtout que, je dois dire, la lutte et la démarche est portée par le Nigeria, qui a aidé quand même dans l'intervention au Libéria entre-temps, pour le règlement de la crise avec la Sierra Leone, vous rappelez l'épisode Charles Taylor par exemple, en Guinée aussi, où un ancien président de ce pays a fait appel justement à cette force de l'ECOMOG pour intervenir. On se rappelle aussi que le ton qui est monté entre-temps par la voix de notre compatriote père, son âme, Monsieur de Souza, Marcel de Souza, a fait quand même plier Yaya Jammeh de la Gambie. Donc, est-ce que ce n'est pas naïf de croire que la CEDEAO ne parle qu'en l'air? Absolument. Et je voudrais ajouter aussi que la CEDEAO joue sa crédibilité. Nous avons vu déjà Tinubu dans un discours, il était assez virulent sur les coups de force qui s'observent un peu sur notre continent. Et donc, la CEDEAO, oui, elle va se donner les moyens de la menace militaire. Absolument, c'est une option qui est sur la table parce que ne pas le faire, cela risque de dégénérer. Et puis on aura aujourd'hui, comme on dit dans nos pays, une situation assez insoutenable. Et là, la situation elle est très critique. Nous avons la CEDEAO qui, en tant qu'organisation, ne doit pas croiser les bras face à ce qui s'est passé. Nous avons des militaires qui ont pris le pouvoir. Je l'ai dit, c'est de façon opportuniste, sous prétexte qu'un président qui en exercice, bien entendu,
n'a pas réussi à régler un problème. C'est pas suffisant pour kidnapper un chef d'État. Et donc, en tant qu'organisation, la CEDEAO se doit, bien entendu, en plus des sanctions et des échanges qui sont en cours, de voir l'option militaire. Maintenant, la CEDEAO est constituée d'un certain nombre de pays qui, quand ça se passe comme ça, doivent participer à l'effort de guerre et pour mobiliser les troupes et les moyens, justement, pour le faire. Mais déjà, il y a certains pays qui se désolidarisent. C'est déjà le problème. Aujourd'hui, parce que ces pays, faisons la différence. Ces pays, entre eux et la CEDEAO, c'était déjà enfin, les relations étaient plus normales. La Guinée, le Burkina Faso et puis le Mali. Et cela ne devrait pas nous étonner, justement, parce que c'est dans leur intérêt, n'est-ce pas, que ce qui se passe au Niger s'observe. Alors aujourd'hui, c'est bon pour le discours. Aujourd'hui, c'est bon pour le discours. La CEDEAO pour intervenir. C'est bon pour le discours. Oui, c'est bon pour le discours. Ils diront qu'ils ne sont pas seuls. Mais si nous les suivons dans ce cas, un matin, on va se retrouver à la tête de nos États avec les militaires. Oui, mais cela s'est passé par le passé. Avec les militaires. En Afrique, on a vu beaucoup de militaires se retrouver. Soit on est une organisation forte qui fait respecter un certain nombre de règles dans la sous-région, soit on ne l'est pas. Et finalement, je me demande qu'est-ce que nous voulons finalement pour nos organisations. Ce qui est curieux, c'est que personne ne parle des conditions des Nigériens. Personne ne parle de ce que ça peut avoir comme conséquence directe sur la vie des populations. Personne ne parle du danger que cela peut représenter d'arriver à une confrontation armée à Niamey. Ce que cela peut représenter pour la question de la sécurité. Il ne faut pas oublier que le Niger quand même est en proie parfois à des attaques terroristes. J'ai l'impression qu'on se moque royalement du Niger plutôt que de ce qu'il doit devenir. Enfin, je crois que j'ai écouté la réaction de la Guinée. Et la Guinée a dit clairement que c'est une option qui va coûter cher. La population risque de payer un autre tribut à cette option-là d'envahir le Niger pour tenter de déloger les putschistes. Moi, je pense que la CEDEAO a raté l'occasion de prendre cette option-là, d'abord avec la Guinée, le Mali, le Burkina Faso. Et pourquoi un beau matin, on se réveille... il faut arrêter la saignée. Pourquoi un beau matin, on se réveille de ce profond sommeil pour dire, attention, il faut arrêter ce qui se passe. Moi, je pense que la CEDEAO aurait pu mieux faire, à partir du cas nigérien, d'annoncer les couleurs peut-être et de dire nous allons continuer la médiation, mais si un autre pays s'aventurait, d'autres militaires dans d'autres pays se donnaient l'envie de chasser des présidents. Et on se demandera à l'occasion alors pourquoi lui et pas les autres. Non, mais on n'a pas vu du tout venir. Ils se sont retrouvés, ils ont bombé le torse, nous allons envahir le Niger, nous allons les déloger. Mais où est-ce qu'on met la souveraineté d'un État? Ce n'est pas parce que vous êtes CEDEAO que vous allez empiéter, vous allez piétiner la souveraineté des États. Moi, je pense qu'il faut penser d'abord aux populations, comme vous l'avez dit. Les populations nigériennes sont dans la famine. Il y a des Tilaberi ou quelques zones où les gens ne peuvent pas aller aujourd'hui. Il y a des problèmes sérieux. C'est vrai que moi, je n'apprécie pas le fait que dans les pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest, que les militaires sortent comme ça de leur caserne et s'intéressent à la chose politique. Moi, ce n'est pas du tout à encourager, mais là, de là prendre cette option d'aller par la force, moi, je pense qu'il faut encore mûrir les discussions. Puis au début, on nous a dit, nous allons faire la médiation. Est-ce qu'on a déjà échoué autant pour en arriver là? C'est une question que moi, je me pose. On connaît la formule, on ne discute pas avec les terroristes. Peut-être qu'on ne discute pas avec les militaires. Ça doit être l'option de la CEDEAO. Allez les gars, merci beaucoup. Moi, ce qui m'embête un peu, et je continue toujours de le dire, ce qui m'embête un peu dans ces réactions de la CEDEAO, c'est toujours quand elle est silencieuse, quand il y a des coups de force qui s'engagent par des présidents démocratiquement élus et qui ont pour conséquence des centaines de morts. On a vu la CEDEAO silencieuse face à la crise du troisième mandat en Côte d'Ivoire, rien ne s'est passé. À la crise du Sénégal, du troisième mandat, ça ne s'est rien passé pour que finalement Macky Sall décide, ma foi, de ne plus se présenter. Ça continue. Ça continue. On a vu plusieurs mandats de l'autre côté de l'ouest du Bénin. Ce sont toutes ces images qui ont joué contre la crédibilité de l'image de la CEDEAO. Il y a un président candidat à une présidentielle qui est rentré dans le cabinet de son médecin avec une canne.
et en est ressorti après beaucoup de vues. Pour être candidat à un 3e mandat, ça n'intéresse personne. Vous voyez? Et donc, moi, je ne sais pas quoi. Et si vous permettez, c'est qu'il y a un aspect qui m'a un peu intéressé dans le communiqué conjoint Allez, on va finir rapidement, du Mali et du Burkina Faso. Ils se sont posé une question. Comment expliquer le fait que pendant longtemps, la zone a été envahie par des terroristes. La CEDEAO n'a jamais imaginé, n'a jamais pensé à créer une force centrale pour pouvoir faire face à ces terroristes. Mais subitement, quand il s'agit de ces genres de points, la CEDEAO trouve qu'on peut intervenir militairement. Je pense que la CEDEAO a tout à jouer pour revoir son image, parce que c'est d'abord l'image de la CEDEAO. L'image forte, certes, mais l'autre aspect, il faut tenir compte aussi de la population et des intérêts de la population. Parce que c'est ça le plus important. Il ne faut pas seulement tenir compte des intérêts des chefs d'État, mais il faut tenir compte des intérêts de la population. C'est ça le plus important. Je suis d'accord que la CEDEAO, en termes d'organisation, n'est pas la meilleure. Mais nous sommes dans une impasse. On va permettre donc aux téléspectateurs de le suivre pendant que nous on fait nos discussions ici. Merci de suivre ce que je ne sais pas, ou ce que je ne comprends pas.